Bonsoir et merci d'être venu à ce dernier événement du Comptoir des idées. C'est le dernier événement de la saison 9. Et donc, je vous dis le mot du Comptoir des idées. C'est une émanation de la Fédération des œuvres laïques du Var, plus connue sous le nom de FOL 83, qui ouvre ses portes aux associations et aux collectifs qui ont une pensée alternative à la dominante. Et donc là, on accueille le CAP, le Comité de l'ère toulonnaise du mouvement de la paix. Merci. Mais depuis que la question palestinienne est redevenue d'actualité, on essaye toutes les semaines de rendre visible notre proposition de paix durable là-bas. Actuellement, on ne peut pas dire qu'on est beaucoup avancé. Le gouvernement français est toujours à la ramasse là-dessus. C'est jamais le moment. En même temps, les Israéliens obtiennent la validation américaine, peut-être pour déborder côté libanais le conflit. Et donc, ça nous amène de suite à ce soir. On s'était dit, il y a une montée de l'islamophobie, une montée de l'antisémitisme qui nous oblige à réagir. C'était l'objet de l'invitation de Pierre Stamboul, qui porte une voix forte là-dessus. Je vais éclaircir ma voix, ça y est. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis un des porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Notre association existe depuis 30 ans maintenant. Au début sur la position pas de crime en notre nom. Et puis très vite, les mots qu'il faut mettre sur la guerre qu'Israël mène contre le peuple palestinien nous ont semblé évidents. Ces mots, c'est crimes de guerre, crimes contre l'humanité, apartheid, maintenant génocide, suprémacisme, racisme, qui est quand même notre histoire intime. Et nous sommes une association juive antisioniste. Nous sommes antisionistes pas bien que juifs, mais parce que juifs. Parce que pour nous, le sionisme, c'est bien sûr un crime contre les Palestiniens, mais c'est une injure à notre mémoire, à notre histoire et à notre identité. Et en plus, c'est une idéologie qui n'est pas seulement criminelle, elle est complètement suicidaire. Personne ne peut penser que cette aventure meurtrière pourra durer indéfiniment et qu'elle n'aura pas de conséquences, y compris pour les Juifs. L'UJFP est aussi une association antiraciste. Nous luttons contre le racisme sous toutes ses formes, le racisme contre les Noirs, contre les Arabes, contre les Roms. Nous luttons contre l'islamophobie et nous luttons contre l'antisémitisme. Nous ne faisons pas de l'antisémitisme un racisme à part. Il l'a été au moment de l'extermination nazie, il ne l'est plus. Et aujourd'hui, ce qu'on dit des musulmans ressemble quand même étrangement à ce qu'on disait des juifs dans les années 30. Je précise aussi, je vais donner un peu ma biographie personnelle, je suis prof de maths à la retraite. Mes parents sont arrivés en France venant d'un pays qui n'existe plus, la Bessarabie, aujourd'hui partagée entre Ukraine et Moldavie, en 1938. Ils ont été membres de la MOI, qui était le bras armé des résistants du Parti communiste. Ma mère a été la seule survivante d'une famille exterminée qui était restée en Europe orientale. Et mon père était membre du groupe Manouchian. Il a été arrêté en novembre 1943. Il est, après recherche, le seul survivant des 67 personnes qui ont été arrêtées en novembre 1943. Sa compagne de l'époque est morte à Auschwitz, mais lui a été déporté à Buchenwald et est revenu. Sinon, bien sûr, je ne serais pas là. Je précise que j'ai écrit plusieurs livres traitant du sionisme et traitant de l'histoire de cette guerre. C'est de ça que je vais vous parler. Et une partie de mon intervention sera dédiée à Gaza. J'ai été 2 fois à Gaza, en 2013 et en 2016. Et le 7 octobre, j'étais au Caire dans une délégation de 7 Français, dont un député. Nous avions enfin obtenu de la France le fait qu'il dépose notre dossier pour qu'on rentre à Gaza par Rafah. On attendait l'autorisation égyptienne et la guerre a commencé.
Alors je vais entreprendre de vous parler d'histoire et de démonter un assez grand nombre de mensonges fondateurs qu'il y a derrière cette guerre. Par exemple, les sionistes disent qu'il y a eu autrefois un grand royaume unifié de David et Salomon, et grâce au sionisme, nous ressuscitons ce grand royaume. L'histoire avait un petit peu tranché. Les archéologues qui sont arrivés en Palestine au XIXe siècle pensaient que la Bible était un livre d'histoire. La Bible est un livre religieux, ce n'est pas un livre d'histoire. Donc je passe sur le fait que Abraham ou Moïse sont des personnages légendaires, mais la conquête sanglante de Canaan par Josué, si j'en parle, elle n'a pas eu lieu. Les Hébreux étaient un peuple autochtone. J'en parle parce que c'est le livre de chevet des colons aujourd'hui qui disent Dieu a donné cette terre au peuple juif et qui s'inspire de ce qu'il y a dans le livre de Josué, où Josué va de ville en ville, massacre toute la population impie, mais il y en a toujours dans la ville voisine et il continue. De même sur le royaume unifié de David et Salomon, à l'époque présumée de ces deux rois, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer de 200 ou 300 habitants. Donc vous pouvez oublier le grand temple et la reine de Saba, et vous pouvez oublier le royaume unifié qui n'a probablement jamais existé. Ce que l'histoire atteste, les archéologues, tout ça je vous renvoie au livre La Bible dévoilée de deux archéologues israéliens, ou au livre de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé. Ce qui est attesté, c'est que cette terre a toujours été multiple. Cette terre était un couloir entre l'Égypte et la Mésopotamie. On ne parlait pas la même langue et on n'avait pas les mêmes dieux à 15 km d'écart. Et c'est ça la réalité qui a toujours été celle de cette région-là. Les sionistes, je saute 1000 ans, disent qu'en 70 après Jésus-Christ, quand les troupes romaines de Titus prennent Jérusalem et détruisent le temple, des centaines de milliers de juifs se seraient répandus en Méditerranée et en Orient, et que nous serions leurs descendants. Vous voyez que j'ai pas franchement le type proche oriental, alors que aussi loin je puisse remonter, je suis juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juifs d'aujourd'hui sont principalement des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. La religion juive était une religion prosélyte jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. De nombreux peuples se sont en partie convertis. Et puis il y aura de nombreuses conversions au judaïsme après cette période-là. Les Ashkénazes, dont je suis, les Juifs d'Europe de l'Est, sont probablement assez largement les descendants des citoyens d'un empire turco-slave qui était l'empire khazar, entre mer Caspienne et mer Noire. Les Juifs du Maghreb sont tout simplement des Berbères convertis au judaïsme avant l'arrivée des Arabes. Donc vous devez avoir dans la tête que les Juifs d'aujourd'hui sont très largement des descendants de convertis, et qui sont les descendants des Judéens de l'Antiquité, ceux qui ne sont jamais partis, les Palestiniens, qui ont été tour à tour juifs, chrétiens, musulmans, et les trois à la fois. Pendant plus d'un millénaire, il y aura en Palestine environ 80% de musulmans sunnites, 15% de chrétiens et 4 à 5% de juifs. La Palestine n'avait pas à cette époque-là une conscience nationale, mais ils avaient la conscience d'être le territoire qui était le gardien des lieux saints des trois religions monothéistes. Et les trois religions vivaient en bonne entente. Le grand-père de Léla Chaïd était maire de Jérusalem à la fin de l'Empire ottoman, donc juste avant la guerre de 14, et dans son conseil municipal, il y avait des musulmans, des chrétiens, des juifs, qui co-géraient ensemble les lieux saints de cette ville-là. On pense souvent que la guerre actuelle est liée à la religion juive. Parce qu'aujourd'hui, on a des colons fous de Dieu qui disent « Dieu a donné cette terre au peuple juif, cette terre est à nous, rien qu'à nous, et les autres doivent disparaître. » C'est faux. Jusque dans les années 1960, c'est pas du tout la conception majoritaire de la religion juive. Alors, je suis arrière-petit-fils du grand rabbin d'Odessa, mais c'était pas sexuellement transmissible, donc je suis né athée. Mais je vais quand même vous dire ce qu'était la religion juive historiquement. C'est une religion messianique. C'est-à-dire le peuple juif, au sens peuple religieux, a été puni par Dieu
Et tant que cette punition dure, tant que le Messie n'est pas arrivé, il n'a pas le droit de retourner en Terre Sainte. Il n'a pas le droit d'utiliser la langue hébraïque. Il y a des langues juives, mais l'hébreu s'est réservé à un usage strictement religieux. L'an prochain, Jérusalem, ça veut dire nos pensées vont vers Jérusalem comme celles des musulmans vont vers la Mecque. Et le peuple élu, ça veut dire celui qui a le plus de devoirs et pas celui qui a le plus de droits. Et cette conception explique par exemple que quand les Juifs seront chassés d'Espagne au XIVe et XVe siècle et qui sont massivement accueillis dans l'Empire ottoman, ils iront à Salonique, ils iront à Smyrne, ils iront à Sarajevo, ils n'iront pas à Jérusalem, c'est interdit dans la religion. Donc cette conception messianique a été très longtemps la conception majoritaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y aura, pendant le mandat britannique entre 1920 et 1948, le grand rabbin de la Palestine mandataire, Avraham Kook, un Lituanien, va faire la synthèse entre sionisme et religion. Et c'est lui le premier qui va donner une définition territorialiste de la religion juive. Jusque-là, la religion juive n'est pas territorialiste. On peut étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où. Et donc, cette conception était minoritaire. Elle va devenir en quelques mois archi-majoritaire après la conquête de 1967, après la guerre des 6 jours. C'est donc un cadeau des travaillistes qui ont déclenché cette guerre, et c'est eux qui créent le courant national religieux, et c'est eux qui ont fait que c'est cette conception-là qui est devenue majoritaire dans la religion juive. Historiquement, elle ne l'était pas. Dans un des livres que j'ai amené, Antisionisme, une histoire juive, vous avez l'opposition bien claire d'un assez grand nombre de rabbins du début du XXe siècle contre cette conception territorialiste. Et quand Theodor Herzl voudra faire le congrès fondateur du sionisme en Allemagne, à Munich, il y aura 94 rabbins allemands sur 96 qui vont signer une pétition contre la folie sioniste. Donc historiquement, la religion n'était pas sioniste, elle l'est devenue avec la colonisation. Je vais vous parler, parce que c'est évidemment à fond d'actualité, de la question de l'antisémitisme. D'abord pour vous dire que le mot est faux. Le mot est inventé par un des premiers racialistes du XIXe siècle, qui était le journaliste allemand Wilhelm Marr, qui est un peu l'ancêtre idéologique des nazis. Et c'est une époque où il y a cette montée du racialisme dont je vais parler. Mais enfin, il y a des langues sémitiques. L'araméen, l'hébreu, l'arabe sont des langues sémitiques. Il y a eu des peuples sémites dans l'Antiquité, mais il n'y en a plus. Quand mes amis arabes me disent comment on peut nous accuser d'être antisémites alors que nous sommes sémites, je dis arrêtez, dans le monde arabe, les Égyptiens ou les Berbères n'ont rien à voir avec les sémites. Le mot Palestine vient des Philistins qui étaient un peuple de la mer qui n'a rien à voir avec les sémites. Et nous, les Juifs, on est descendants de Slaves ou de Turcs, on n'a strictement rien à voir avec les sémites non plus. Donc c'est un mot de l'ennemi, c'est un mot des racistes, et à mon avis, éviter de rentrer dans les histoires d'Ariens, de sémites, etc., qui sont des idées fausses. Donc je vais parler de la persécution des Juifs, en expliquant que c'est un cadeau du christianisme. La religion juive a été une religion prosélyte. Probablement, à l'apogée de l'Empire romain, 10% de la population de l'Empire est juive, mais ce sont des Italiens convertis au judaïsme, des Gaulois, des Espagnols, des Égyptiens. Alexandrie était une ville entière juive, le grand philosophe Philon d'Alexandrie était juif. Bon, et puis quand les chrétiens prennent le pouvoir au IVe et Ve siècle après Jésus-Christ, ils vont s'en prendre à cette religion concurrente. Donc les premières mesures vont être de les enfermer dans des quartiers qui prendront le nom plus tard en Espagne de Juderia et en Europe de ghetto, du nom d'un quartier de Venise. Ils vont leur interdire la possession de la terre. Ils vont décréter contre eux toute une série de stéréotypes racistes, les crimes rituels, la volonté de dominer le monde et surtout l'accusation d'être déicide, accusation qui ne sera levée qu'au Concile Vatican II en 1962. La non-possession de la terre, et en même temps, il y a des métiers qui sont interdits aux chrétiens, l'usure, la banque, qui vont être affectés à des juifs, mais ne faites pas d'erreur, l'écrasante majorité des juifs n'étaient ni usuriers ni banquiers, c'était des colporteurs, c'était des commerçants, et
mais l'usure et la banque ont permis de déchaîner assez régulièrement les colères populaires contre les Juifs. Il y aura, dès le premier millénaire, des expulsions d'Espagne, de France, de Grande-Bretagne et tout. La première croisade vers l'an 1100, avant d'aller massacrer les musulmans en Terre Sainte, va se faire la main sur la communauté juive de la vallée du Rhin. Au XIVe siècle, on brûlera 2000 juifs à Strasbourg, accusés de propager la peste noire. En Espagne, il y aura un siècle d'agonie du judaïsme espagnol qui représentait 5% de la population. Les Espagnols les obligeront soit à se convertir, soit à être brûlés, soit à partir. Et même ceux qui se convertiront seront persécutés. Les Espagnols inventeront la limpieza de sangre, la pureté du sang, bien avant les hitlériens, où ils persécuteront des chrétiens accusés d'avoir des ancêtres juifs. Il y aura l'épisode en Ukraine des Cosaques de Khmelnytsky qui vont massacrer plus de 100 000 juifs au XVIIe siècle. Donc tout ça, c'est l'anti-judaïsme chrétien. Or, aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez un Netanyahou qui, en 2015, au 37e congrès sioniste, a dit « Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand moufti de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée. » Alors derrière le côté odieusement négationniste d'une telle déclaration, elle a quel but? Elle a le but de dire « Non, la persécution des Juifs, c'est pas les chrétiens, l'Europe et plus tard les nazis. La persécution des Juifs, c'est les musulmans et les Arabes. » Ce qui est une contre-vérité totale. Dans le monde arabo-musulman, les Juifs, comme toutes les religions du livre, avaient un statut qui s'appelle le statut d'Imi, de protégé. C'était pas la citoyenneté, elle existait nulle part. Mais en gros, c'était les communautés juives du monde arabo-musulman s'auto-organisaient la plupart du temps avec des notables religieux, et ces notables servaient d'intermédiaires entre la communauté et le Seigneur. Et du coup, avant l'arrivée du sionisme, il n'y aura pas dans le monde arabo-musulman quoi que ce soit qui ressemble au pogrom, au massacre ou aux expulsions dont les Juifs européens ont été victimes. On a un grand changement qui s'opère au XIXe siècle, qui est le passage de l'anti-judaïsme chrétien à l'antisémitisme racial. Alors, quelles sont les causes et comment ça s'est manifesté? Une des causes, c'est l'émancipation des Juifs. C'est-à-dire que dans les pays, Grande-Bretagne, France, après la Révolution, Allemagne, les Juifs sortent du ghetto, commencent à acquérir un certain nombre de droits, donc ils deviennent une minorité visible, et évidemment ça perturbe complètement la notion classique de l'État ethniquement pur. La grande majorité des Juifs à l'époque vivent à l'est de l'Europe. 60% à la fin du XIXe siècle vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe. Et dans l'Empire russe, face à la montée de la Révolution, le tsar va organiser une politique systématique de pogrom, de persécution des Juifs, qui commence en 1881, après le premier assassinat, et qui va se déchaîner pendant de nombreuses années. Il y a un moment très célèbre qui est le pogrom de Kishinev en 1903. Mes deux grands-mères ont été des survivantes du pogrom de Kishinev. Et cette persécution va provoquer l'émigration de 2,5 millions de Juifs de l'Empire russe vers l'Amérique, principalement les États-Unis, mais un peu le Canada et un peu l'Argentine. Mais dans le passage à l'antisémitisme racial, il y a le rôle terrible des intellectuels. C'est une période où la majorité des linguistes, des historiens, des écrivains, des médecins sont acquis à l'idée des races. Alors, comme on est à une période où le monde est entièrement dominé par l'Europe et qu'il n'est pas question pour l'Europe de partager les richesses, les races inférieures seront dans le monde des dominés le noir, l'arabe et l'indien, et en Europe ce sera le juif et le tzigane. Et le résultat, c'est donc que l'antisémitisme racial est assez largement hégémonique en Europe à la fin du XIXe siècle, même dans un pays comme la France. On verra au moment de l'affaire Dreyfus que la moitié de la société est gagnée par les idées, je dis antisémites, parce que ce mot finalement, même s'il est incorrect au départ, ce mot s'est imposé. Je vais arriver à la création du sionisme, mais j'essaie de décrire quel est le monde juif à la fin du XIXe siècle. Il y a les religieux,
Les religieux, ils vivent en vase clos, ils ont les yeshivot, les écoles religieuses. Ils prônent, parce que, d'après la religion telle qu'elle est comprise à ce moment-là, les Juifs sont punis par Dieu, donc n'ont pas le droit de se révolter, ils acceptent la persécution. Ils disent de ne pas se révolter. Et du coup, un assez grand nombre de Juifs en Europe centrale et en Europe orientale vont abandonner la religion, vont s'engager dans divers partis socialistes, communistes, révolutionnaires. On trouvera des Juifs chez les bolcheviks, chez les mencheviks, chez les socialistes révolutionnaires, chez les anarchistes, chez les sociodémocrates. Et il y aura même un parti révolutionnaire juif, le Bund, en Europe orientale, surtout en Pologne et dans les pays baltes, qui prônait l'autonomie culturelle sur place, sans territoire spécifique. Et donc ces Juifs vont jouer un grand rôle dans les mouvements révolutionnaires. Quelque part, nous, à l'Union juive française pour la paix, on est un peu héritier de cette période où un très grand nombre de Juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Et il y a encore, dans ce monde juif, surtout en France et en Allemagne, des Juifs assimilationnistes, c'est-à-dire qui considèrent qu'ils ont conquis à l'intérieur de ces sociétés occidentales ou en Allemagne un certain nombre de droits et ils veulent en avoir plus et avoir l'égalité complète. Et donc, de façon complètement minoritaire, va naître, à peu près au moment de l'affaire Dreyfus et au moment du pogrom de Kishinev, la théorie sioniste. Premièrement, le fondateur du sionisme, Théodore Herzl, c'est clairement la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie juive austro-hongroise. Et dans son idée, il n'y a pas seulement le fait d'envoyer les juifs ailleurs, il y a l'idée de les régénérer. Il traitait les Ostjuden, les juifs de l'Est, de Youpin. Il partageait les préjugés antisémites de l'époque. Comment je pourrais définir le sionisme? Première chose, et sans laquelle vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, c'est une théorie de la séparation. C'est une théorie qui a dit que l'antisémitisme étant inéluctable, la seule solution pour les juifs, c'est de partir, que les juifs ne peuvent pas vivre avec les non-juifs, ni dans le pays d'origine, ni dans l'État juif à construire. Vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas ça depuis le départ. Dans le film « Yalla Gaza », Sylvain Sipel, qui décrit la société israélienne, ils disent « On ne veut pas vivre avec ces gens-là ». C'est ça la conception qui est majoritaire en Israël. Ce pays est à nous, rien qu'à nous, on ne veut pas vivre avec ces gens-là. Mais le sionisme, c'était la définition de l'impossibilité du vivre ensemble dans l'égalité des droits, dans le pays d'origine et dans l'État juif qu'on allait construire. Le sionisme, c'est un colonialisme, ce qui est normal à l'époque. Le colonialisme est totalement hégémonique, et même à gauche, et on l'a bien vu, comme on parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie en ce moment, quand les déportés de la commune de Paris sont en Nouvelle-Calédonie, il n'y a que Louise Michel qui comprend la question coloniale et qui va s'opposer au génocide contre les Kanaks. Même à gauche, le colonialisme est hégémonique et les gens de gauche s'imaginent que les pays civilisés vont apporter la civilisation à des pays qui ne sont pas encore, qui n'ont pas acquis la modernité. Mais c'est un colonialisme particulier, le sionisme. À la différence du colonialisme français ou britannique, il ne vise pas à exploiter le peuple indigène, il vise à l'expulser et à le remplacer. Et je vous expliquerai comment, dès le départ, a été entrepris le remplacement, pour parodier Zemmour, le grand remplacement des Palestiniens dans leur propre pays. Le sionisme est un nationalisme, mais c'est un nationalisme particulier là aussi. Il y a eu, à la fin du 19e siècle, dans toutes les trois grands empires sont en train de s'écrouler, l'empire russe, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, et vont naître dans tous ces pays-là des nationalismes qui vont tous développer l'idée de l'État ethniquement pur, idée meurtrière. Et comme il y a une minorité de 5 à 10% de la population de l'Europe de l'Est qui est juive, tous ces nationalismes-là vont être antisémites parce que la présence des Juifs va à l'encontre de leur désir de pureté raciale. Le sionisme va copier complètement
sur ces nationalismes meurtriers, ceux qui ont quand même produit la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont produit le nazisme, il va copier l'idée de l'État ethniquement pur. Mais ce nationalisme est particulier. Il a inventé le peuple, la langue et la terre. Le peuple, parce que je suis d'accord avec ce qu'a écrit Shlomo Sand, il n'y a pas un peuple juif, en ce sens que nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité. Il y a des peuples juifs, il y a un peuple séfarade, descendant des Juifs chassés d'Espagne, il y a un peuple judéo-berbère au Maghreb, il y a un peuple judéo-yéménite, il y a un peuple yiddish dont je suis issu, mais dire que j'appartiens au même peuple qu'un juif irakien, c'est une construction historique. On n'a ni la même langue, ni les mêmes ancêtres, ni la même culture, ni la même cuisine, donc c'est pas dans la définition d'un peuple, ça colle pas. Donc il n'y a pas un peuple juif, il y a des peuples juifs. Le sionisme a inventé la langue. Il y avait des langues juives, le ladino, qui est la langue des séfarades, qui est un espagnol du Moyen-Âge, le judéo-arabe, le yiddish, qui est un allemand du Moyen-Âge avec des mots hébraïques et des mots slaves. Mais voilà, l'hébreu était réservé à un usage uniquement religieux. Et il a inventé la terre. Pour les juifs laïcs, le but était l'émancipation sur place. Et pour les juifs religieux, il était interdit de retourner là-bas avant l'arrivée du Messie. Autre idée fausse qu'on a souvent sur le sionisme, est-ce que le sionisme a lutté contre l'antisémitisme? La réponse est non. Herzl écrit dès le début, il écrit l'antisémitisme est inéluctable. C'est pas la peine de lutter contre, il n'y a qu'une seule solution, c'est partir. Je fais un parallèle. Aujourd'hui en Europe, s'il y a bien une communauté qui est extrêmement persécutée, stigmatisée, c'est les Roms, les Tziganes. Hein. Alors imaginez qu'il y ait l'équivalent du sionisme chez les Roms et qu'il y ait des théoriciens qui disent on est tellement persécutés, la seule solution pour nous c'est de faire un État. Ils font un congrès au hasard à Bâle et ils décident est-ce qu'on fait l'État Rome en Roumanie ou en Inde, mais dans tous les cas c'est la guerre. Donc on comprend bien que cette idée que face à la persécution, la solution c'est de se réfugier dans un État, c'est une idée meurtrière au départ. Et évidemment, ils vont inventer l'idée, quand ils vont choisir la Palestine, avec l'espoir d'avoir les religieux avec eux, ils ne les auront pas. Ils vont inventer la théorie que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre, sauf qu'évidemment, il y avait un peuple qui vivait là, qui avait sa dignité, qui était le peuple palestinien, dont on a nié dès le début l'existence, mais cette existence a été niée parce qu'il fallait, dans la solution de l'État juif, il fallait que ce soit vide, et ce territoire n'était pas vide, donc il fallait le vider d'une façon ou d'une autre. Du vivant d'Herzl, Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, qui était un antisémite pathologique, quand il apprend qu'il doit y avoir un congrès sioniste à Munich, qui aura lieu finalement à Bâle, il griffonne à son ministre de l'Intérieur, ne mettez aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. Drummond, qui était le chef des anti-Dreyfusards au moment de l'affaire Dreyfus, il avait lu le livre de Herzl, dit Judenstaat, l'état des Juifs, et il écrira dans son torchon antisémite, la libre parole, ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien. Herzl ira voir Plévé, le ministre du Tsar, celui qui avait organisé les grands pogroms, dont celui de Kishinev, et les deux hommes tomberont d'accord sur l'idée que les Juifs doivent quitter l'Europe. Et Plévé ira intercéder auprès du sultan ottoman pour favoriser l'entreprise sioniste. Donc quand M. Macron, parmi toutes les conneries qu'il a pu dire, dit que le couple c'est antisémitisme, antisionisme, non. Le couple, depuis cette époque-là, c'est sionisme et antisémitisme, parce que sionistes et antisémites sont d'accord sur l'essentiel, les Juifs doivent quitter l'Europe. Il y aura 6 années d'exception à ce couple, c'est les 6 années du génocide nazi de 1939 à 1945. Le reste du temps, sionistes et antisémites sont d'accord sur l'essentiel, les Juifs doivent quitter l'Europe. Parmi les antisémites sionistes, il y a un courant qui existe aujourd'hui et qui est extrêmement puissant, les chrétiens sionistes. Ils sont nés, ces évangélistes sont nés dans le monde anglo-saxon, parce que quand la Bible est traduite en anglais, les personnages de la Bible deviennent des personnages de tous les jours, et de très nombreux émigrants britanniques qui partent vers les États-Unis, vers le reste de l'Amérique, vers l'Australie, vers l'Afrique du Sud, sont complètement imbibés par le récit biblique. Et ces chrétiens évangélistes ont inventé la théorie que les Juifs
doivent retourner en Terre Sainte pour favoriser le retour du Christ. C'est souvent des Juifs imaginaires. Et ils doivent clairement chasser le mal Armageddon qui est identifié aux Arabes, puis se convertir à la vraie foi, parce que ces chrétiens millénaristes sont bien sûr antisémites. Vous devez savoir aujourd'hui que ces chrétiens évangélistes, qui sont plusieurs dizaines de millions aux États-Unis, qui ont un fric fou, qui ont des moyens financiers et politiques de faire élire ou de faire battre n'importe quel candidat, ils ont un rôle fantastique aujourd'hui dans la guerre qui est menée contre les Palestiniens. L'essentiel de la colonisation de la Cisjordanie a été financé par ces antisémites qui sont des chrétiens sionistes. Pour vous donner une idée de qui sont ces gens-là, quand Trump fait déménager l'ambassade états-unienne à Jérusalem, il emmène dans ses bagages un des dirigeants des chrétiens sionistes, John Hagee, qui avait déclaré que Hitler était guidé par la main de Dieu et que c'est parce que les Juifs avaient voté qu'il leur était arrivé ce qui leur était arrivé. C'est dire un petit peu qui sont les amis des sionistes. On a souvent aussi dans l'idée que l'État d'Israël est une réponse au génocide nazi. Alors, il est certain que sans le génocide nazi, probablement, il n'y aurait pas eu le rapport de force politique pour créer Israël en 1948. Mais vous devez avoir dans l'idée que les institutions qui ont chassé les Palestiniens de leur propre pays ont été créées 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz. J'ai cité des dates. La banque coloniale juive, celle qui collecte des fonds pour acheter des terres à des féodaux absents pour expulser les métayers présents, elle est créée en 1898. Le KKL, Keren Kayemet Israël, le Fonds national juif, celui dont le but est de judaïser la terre, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, il est créé en 1901. Et puis, comme on est dans une assemblée plutôt de gauche et qu'il y a des syndicalistes ici, c'est un syndicat qui va être l'outil du colonialisme sioniste et de l'expulsion des Palestiniens. C'est la Histadrout, le syndicat des travailleurs juifs, qui est créé en 1920. Alors je signale que la Histadrout appartient aujourd'hui à la même internationale que la CGT, la CFDT et FO, que la FSU rêve d'y aller mais n'y est pas encore, et que le secrétaire général de la Histadrout, il y a 3-4 mois, s'est fait photographier en train d'écrire avec un feutre sur un bel obus des usines d'armement Elbit avec le soutien des travailleurs israéliens. Cette Histadrout qui est créée en 1920, l'article numéro 1 de ses statuts, c'est la défense du travail juif. Vous imaginez si la CGT avait comme article numéro 1 de ses statuts la défense du travail français, ça sentirait pas très bon. Le premier acte de la Histadrout en 1921, c'est une grève générale, boycotter les magasins arabes, acheter juifs. Et les grandes compagnies qui vont expulser les Palestiniens de leur pays, elles sont créées par la Histadrout. La compagnie Mekorot des eaux, celle qui aujourd'hui pille l'eau de la Cisjordanie, elle est créée par la Histadrout. La compagnie Zin de navigation, celle qui transporte, y compris les produits des colonies chez nous, c'est la Histadrout qui l'a créée. La compagnie Eget des bus aussi. La compagnie Solal Bonnet, celle qui a construit les colonies aussi. Mais aussi, la Histadrout a créé les caisses de retraite et les caisses d'assurance. Elle doit 400 millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont travaillé en Israël avant 1987 et qui n'ont jamais vu la couleur de ce pourquoi ils ont dû cotiser. C'est la Histadrout qui crée l'agence juive en 1928, celle qui installe les nouveaux colons et dont le premier dirigeant emblématique sera David Ben Gurion, de son vrai nom David Green. Et c'est la Histadrout qui fonde dès 1920 la Haganah, l'armée qui a donné aujourd'hui Tzahal. Donc il faut que vous compreniez qu'il existait de fait, sous mandat britannique, donc entre 1920 et 1948, il existait de fait un État, on appelle ça le Yishuv, il avait l'autonomie et il avait toutes les compagnies et toutes les institutions qui étaient des institutions uniquement juives. L'exemple caractéristique de ça, je vais encore détruire un totem, c'est le kibbutz. Quand j'étais jeune et bête, j'ai travaillé en kibbutz. Je croyais, naïvement, comme sans doute beaucoup d'entre vous, que le kibbutz c'était un instrument de socialisme. Non. Je reprends ce que Shlomo Sand a écrit, le kibbutz c'était un instrument de conquête.
le kibbutz était interdit aux non-juifs. Si un kibbutznik avait l'idée malencontreuse de tomber amoureux d'une palestinienne, ils étaient virés tous les deux du kibbutz. Les kibbutz ont été installés autour de Gaza, on l'a vu, au nord du désert, dans les zones frontières, et surtout en Galilée, c'est-à-dire dans la région où l'écrasante majorité de la population était palestinienne. Aujourd'hui, on peut se demander que deviennent les kibbutz quand Israël est devenu un État militariste et suprémaciste. Les kibbutz, ils ont suivi le trajet. Les cantines collectives ont été privatisées. Les kibbutz se sont cotés en bourse et l'activité agricole a cédé la place à la fabrication de gilets pare-balles et de munitions. C'est quand même une petite leçon qu'on doit avoir. Un socialisme qui est colonialiste et qui est raciste, c'est pas un socialisme. Le socialisme, c'est pour tout le monde. Sinon, c'est pas du socialisme, c'est une petite leçon qu'on peut avoir là-dessus. Je vais parler de ce qu'on appelle très improprement la gauche sioniste. D'abord, existe-t-il une gauche sioniste? Comme je suis de ceux qui pensent que, comme Amnesty International, que Israël est un État d'apartheid, on pourrait poser la question, est-ce qu'il y a une gauche de l'apartheid? Et la réponse est non. Ce courant-là, c'est le courant social-démocrate, dont la figure emblématique a été pendant 40 ans David Ben-Gurion. Pourquoi il s'est retrouvé majoritaire à l'intérieur du mouvement sioniste? Parce qu'il était impossible de coloniser individuellement la Palestine. Il fallait une colonisation collective que j'ai décrite, tout ce que la Histadrout a pu créer. Mais ce courant-là, il a commis des crimes dès le départ. Je vais commencer à en citer. D'abord, je vais citer des crimes qui ne sont pas commis contre les Palestiniens. Le premier assassinat d'un juif par les sionistes, c'est Jacob de Han, un juif palestinien qui est assassiné par les travaillistes, par les ancêtres des travaillistes, en 1924. Pourquoi? Parce qu'il était contre la déclaration Balfour. J'ai oublié de dire que Balfour était un chrétien sioniste. En 1933, quand les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne, Ben-Gurion, depuis le Yishuv, donc depuis la Palestine mandataire, entame des négociations avec les nazis qui vont aboutir aux accords de Havara. Havara veut dire en hébreu transfert. Et ces accords vont permettre l'immigration de 60 000 juifs allemands fortunés en Palestine. Ces accords étaient bizarres, bien sûr. Les juifs allemands non fortunés, il y avait quand même 700 000 juifs en Allemagne, ceux-là ils pouvaient crever. Et la conférence d'Évian a dit ils peuvent crever, on ne s'occupe pas d'eux. Ceux qui émigraient en Palestine devaient laisser l'essentiel de leurs biens en Allemagne, et la condition c'était que les juifs du Yishuv devaient consommer allemand, donc devaient acheter les machines allemandes et les produits allemands. Et en même temps, les juifs états-uniens avaient commencé un boycott de l'Allemagne nazie. Les accords de Havara brisent ce boycott et vont permettre à Hitler d'avoir accès au marché de l'acier et au marché du pétrole. Et on sait évidemment ce qu'il en a fait. En 1942, on est en plein génocide nazi. Il y a une conférence mondiale sioniste à l'hôtel Biltmore à New York. On pourrait penser que la résolution finale va être nous allons mettre tous nos moyens pour vaincre Hitler. Et la résolution finale, c'est nous créerons un État sur l'ensemble un État juif sur l'ensemble de la Palestine. La préoccupation a toujours été l'État et pas le sauvetage des Juifs européens qui étaient anéantis à ce moment-là. Après la guerre, il y a une espèce de consensus terrible de la communauté internationale de se débarrasser de sa responsabilité dans l'antisémitisme et le génocide nazi sur le dos du peuple palestinien. Donc la création de l'État d'Israël, ne croyez pas que c'est une culpabilité des Occidentaux vis-à-vis de ce qu'ils ont infligé aux Juifs pendant 2 millénaires. Non, ils se sont débarrassés on n'a pas créé l'État juif en Bavière, on l'a créé en Palestine, et évidemment les Palestiniens n'avaient pas le début du début d'une responsabilité ni dans l'antisémitisme, ni dans le génocide. Il n'y a plus de débat historique aujourd'hui sur ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la guerre de 48. La Nakba, c'est la catastrophe en arabe. Dès 1948, les historiens palestiniens, documents à l'appui, ont expliqué que les Palestiniens avaient été victimes d'un nettoyage ethnique prémédité, 800 000 expulsés, 28 000 morts, la destruction de leur village,
Mais Ben Gurion va déclarer « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes ». Et cette parole-là, qui fait partie donc de la nouvelle langue sioniste, va être imposée à toute la société israélienne qui va naître dans le déni. Elle naît dans le déni. En 1988, on est 40 ans après, il y a l'ouverture des archives en Israël. Donc les historiens israéliens se précipitent sur les archives, et qu'ils soient sionistes comme Benny Morris, qui pense qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout et expulser tous les Arabes, ou qu'ils soient non sionistes ou anti-sionistes comme Tom Segev, Avi Shlaim, Shlomo Sand ou Ilan Papé, tous vont dire la version palestinienne est totalement vraie, et la guerre de 48, c'est non seulement un nettoyage ethnique prémédité, mais c'est un certain nombre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On connaît Der Yassin, qui sera commis par l'extrême droite, mais c'est la Haganah, l'armée officielle, qui occupe le village. Mais si vous avez vu le film Tantoura est un village à 20 km au sud de Haïfa, et bon, le film dévoile ce que les historiens ont retrouvé, que sous le parking de la plage de Tantoura, il y a les cadavres de 250 villageois qui ont été exécutés sur place dans un des nombreux crimes de guerre de la guerre de 1948. Toujours sur cette gauche sioniste, c'est elle qui est au pouvoir. Elle remporte les premières élections en Israël avec une nette majorité, et elle sera au pouvoir pendant 30 ans, de 48 jusqu'à 77. En 56, elle est au pouvoir, et c'est Moshe Dayan, ministre de la Défense, qui va réaliser la conquête du Sinaï et de Gaza avec les impérialistes français et britanniques. Tout ça parce que Nasser avait eu l'outrecuidance de nationaliser le canal de Suez. Au passage à Gaza, ils vont tuer 500 personnes et ils seront obligés de se retirer. Et ça, c'est des travaillistes qui ont fait ça. Il n'y a plus non plus de débat sur quelque chose auquel beaucoup de gens ont cru, y compris moi, j'étais jeune, sur 67. Israël n'était pas du tout menacé d'anéantissement. Le rapport de force était complètement en leur faveur. La preuve, c'est qu'en 6 jours, ils vont régler l'affaire. Et la conquête de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, auquel on a ajouté le Golan et le Sinaï, était prête depuis 1948. On avait reproché à Ben Gurion de ne pas avoir terminé le travail et d'avoir laissé 22% de la Palestine aux Palestiniens, plutôt à leurs voisins, en 1948. Donc cette guerre était préméditée. J'ai su par ma propre famille, en ayant la chance d'avoir un cousin de mon père, général d'extrême droite dans l'armée, qui m'explique dès 1967 que la guerre était préméditée par Israël et que la colonisation va aller commencer. Donc là aussi, c'est pas l'extrême droite qui a commencé la colonisation, c'est les travaillistes. Ils expulsent 6 000 Palestiniens de la vieille ville de Jérusalem autour du mur des Lamentations dès 67, et ils installent les premières colonies à Beit Omar et dans la vallée du Jourdain. Pire, ils n'avaient pas le personnel politique pour coloniser. Ils vont donc faire appel au seul courant religieux sioniste, celui du rabbin Kook, qui était jusque-là minoritaire, pour aller coloniser, et c'est eux qui vont provoquer le basculement des religieux en Israël, qui vont basculer d'une religion non territorialiste à une religion intégriste et fasciste. Les travaillistes vont perdre le pouvoir en 77, j'expliquerai un petit peu pourquoi et comment. Ils reviendront soit en coalition, soit tout seuls, à de très rares moments. Je parlerai tout à l'heure d'Yitzhak Rabin et des accords d'Oslo. Mais en 2002, c'est les toutes dernières négociations entre Palestiniens et Israéliens, c'est à Tabat, et il y a Clinton, il y a Arafat, et il y a Barak, qui est de façon très éphémère le dernier Premier ministre travailliste à l'époque. C'est raconté dans Le rêve brisé de Charles Anderlin. Donc les Israéliens disent aux Palestiniens, vous allez avoir votre État, votre capitale ce sera Abu Dis, bon c'est pas Jérusalem, c'est à 15 km, mais vous n'allez pas faire un fromage là-dessus. Les réfugiés, on va en prendre 15 000, mais bon, ça va. Et les blocs de colonies, on les garde parce que de toute façon, c'est peuplé par des Israéliens. Et vous signez la paix. Donc Arafat dit, je ne signe pas. Clinton le prend au collet et lui dit, tu signes ou tu es un homme mort et nous te ferons porter la responsabilité de l'échec. Il a été un homme mort et on lui a fait porter la responsabilité de l'échec. Et le lendemain, l'ultime
Premier ministre travailliste, Ehud Barak, déclare à la télé « Nous avons fait des offres généreuses aux Palestiniens qu'ils ont refusées. Nous n'avons plus de partenaires pour la paix. » Et cette déclaration est responsable du basculement définitif de l'opinion israélienne vers l'extrême droite militariste la plus décomplexée. Plus tard, on aura des ministres travaillistes. Fouad Ben Eliezer sera secrétaire général du Parti travailliste, sera ministre de Sharon, c'est lui qui va entreprendre la construction du mur, qui fait 700 km et balafre la Cisjordanie. On aura également comme ministre des Armées Amir Peretz, ancien secrétaire général de la Histadrout, c'est lui qui va faire la dernière invasion du Liban en 2006. Et si on tombe sur la période actuelle, il y a 3 ans, Merav Michaeli, secrétaire général du Parti travailliste, a déclaré, où qu'ils soient, les membres du djihad islamique doivent être anéantis. Et le président de la République, Isaac Herzog, qui est travailliste, il est épinglé par la Cour internationale de justice parce qu'il a appelé au meurtre des femmes et des enfants dans le génocide actuel à Gaza. Donc voilà, le mot gauche-sioniste, imaginer que eux puissent représenter une alternative, non. Hein, c'est clair. La question n'est pas gauche ou droite en Israël, déjà en France, je ne sais pas ce que c'est, mais là-bas, c'est sioniste ou non sioniste, et il n'y a rien à espérer de ce courant. J'ai parlé de la droite sioniste, et le mot est incorrect, parce que quand on dit droite, on pense à des gens dont les origines idéologiques, c'est des néoconservateurs, c'est des libéraux. Non. Ce qu'on appelle la droite sioniste, c'est des fascistes, au départ. Alors, je refais un peu d'histoire. En 1920, il y a une scission dans le mouvement sioniste, se crée un courant qui s'appelle lui-même le courant révisionniste, dont le chef emblématique sera Vladimir Jabotinsky, un juif d'Odessa. Et dès le départ, les révisionnistes sont habités par la violence et fascinés par les régimes autoritaires en Europe. Ils assassineront un dirigeant travailliste, Chaim Arlozorov, en 1932, et ils vont devenir les amis du fascisme italien. Mussolini parlait du fasciste juif Jabotinsky. La radio des révisionnistes était à Civitavecchia. Jabotinsky avait créé une milice qui existe toujours, qui est bien connue, qui est le Bétard. Et le Bétard faisait des entraînements armés en Italie fasciste à la fin des années 30. Et le secrétaire particulier de Jabotinsky était Benzion Netanyahou, le père de Benjamin Netanyahou. Alors évidemment, le père et le fils, ça ne prouve rien. Simplement, ce que je veux dire, c'est que l'héritage idéologique de ce courant, c'est pas un héritage libéral ou conservateur, c'est un héritage fasciste. Va naître du courant révisionniste un groupe terroriste qui s'appellera l'Irgun, dont le chef emblématique sera assez rapidement Menachem Begin, qui plus tard, après 1977, sera Premier ministre pendant de nombreuses années. À l'époque de 1936 à 1939, les Palestiniens se sont révoltés à la fois contre les sionistes et contre les Britanniques. Leur révolte va être écrasée par l'armée britannique et par les milices sionistes. Mais après cette révolte palestinienne, les Britanniques arrêtent l'immigration juive parce qu'ils ont peur, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, que le monde arabe leur échappe. Et suite à ça, la plupart des groupes sionistes déclarent la guerre aux Britanniques. Cette guerre s'arrêtera quand Hitler va envahir la France en 1940. Mais il y a un groupe issu des révisionnistes, le groupe Stern, ou Lehi, qui va continuer la guerre contre les Britanniques pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Le chef emblématique de ce groupe, c'était d'abord Abraham Stern, tué par les Britanniques en 1942, puis Yitzhak Shamir, qui sera plus tard, pendant 7 ans, Premier ministre d'Israël. Pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, le groupe Stern tue des soldats et des dignitaires anglais. Ils tueront Lord Moyle, le haut représentant britannique, en 1944. Donc sachez quand même qu'Israël a eu pendant 7 ans à sa tête quelqu'un qui n'était pas seulement un fasciste, mais qui était un collabo. Parce que moi, comme fils de déporté, tuer des Britanniques en 42, 43, 44, j'appelle ça un collabo. Alors cette droite sioniste très minoritaire au moment de la création de l'État d'Israël, et 30 ans plus tard, elle est devenue hégémonique. Vous devez comprendre qu'elle a conquis tous les morceaux de la société israélienne. Elle a conquis les religieux, c'est la guerre de 67 qui l'a permis. Elle a conquis les colons, c'est évident que les colons soient d'extrême droite, sauf que les colons
Au départ, ils étaient quelques milliers, maintenant ils sont 900 000, c'est pas du tout la même chose. Elle a conquis les Russes, qui eux étaient plutôt des laïcs, mais à qui on a donné un accès illimité aux colonies et qui, derrière des politiciens comme Lieberman ou Sharansky, sont passés à l'extrême droite. Elle a conquis les séfarades et les Mizrahim, donc les juifs venus du monde arabe, qui ont subi un racisme terrible en Israël, avec les enfants des juifs marocains qui ont été irradiés à des doses terribles dans les années 60, et ils se sont retournés contre les travaillistes qui étaient identifiés aux Ashkénazes, qui étaient racistes contre eux. Israël n'est hélas pas le seul pays où les dominés votent à l'extrême droite. Toute ressemblance avec la France et les États-Unis ne peut être que fortuite. L'extrême droite a également conquis l'armée. Cette armée, c'était au départ une armée de généraux laïcs. Les noms emblématiques, c'est Yitzhak Rabin, c'est Moshe Dayan, c'est Yigal Allon. Et aujourd'hui, la plupart des dirigeants de l'armée sont des colons, et l'armée épaule les colons dans les attaques contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Donc cette extrême droite, elle est durablement au pouvoir, elle est très divisée, c'est-à-dire que les divisions à l'intérieur de la société israélienne traversent l'extrême droite. Les divisions, c'est laïc contre religieux, c'est ashkénazes contre séfarades, c'est juifs européanisés contre colons, c'est russes contre tous les autres. Mais n'ayez aucun espoir, je le dis très fortement, qu'il puisse y avoir une rupture du front intérieur en Israël. Non, c'est l'extrême droite contre l'extrême droite. La seule rupture qui pourra avoir lieu, c'est s'il y a des sanctions. Mais s'il n'y a pas de sanctions, il n'y aura pas de rupture. Parmi les opposants à Netanyahou, vous avez Benny Gantz qui a expliqué qu'il fallait réduire Gaza à l'âge de pierre. Vous avez Naftali Bennett qui avait déclaré « J'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème ». Vous avez Ayelet Shaked qui avait dit les mères palestiniennes élèvent des serpents, il faut les tuer dans l'œuf, etc., etc. Donc, s'il y a rupture, il y a des gens formidables en Israël, il y a des anticolonialistes, ils sont très peu, ils sont une poignée, il faut beaucoup de courage pour résister dans cette société, mais s'il y a rupture, ce sera s'il y a des sanctions. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y aura pas de rupture. Alors, juste avant de parler de Gaza, on est dans quelle situation aujourd'hui? On a entre... Ah non, je vais quand même parler d'Oslo, parce qu'il ne faut pas... D'abord Oslo. Quand on parle d'Oslo, il faut parler de Rabin. Rabin, il a commis des crimes de guerre dans la guerre de 48. Tantoura, c'est lui, c'est la brigade Alexandronie. En 76, il est général en chef de l'armée. Il va réprimer avec une grande violence une révolte des Palestiniens de Galilée contre le vol de leurs terres. Quand le 30 mars, chaque année, on fête la journée de la terre, c'est ça qu'on célèbre. C'est Rabin qui était là. En 86, c'est lui qui dirige l'attaque contre le siège de l'OLP à Tunis. Il y aura une centaine de morts, dont une vingtaine de soldats tunisiens. Ils vont tuer le numéro 2, le numéro 3 de l'OLP. C'est Rabin. En 87, quand éclate la première intifada, Rabin déclare « Brisez-leur tous les os et le dos », et il y aura quand même 1 millier de morts. En 88, il déclarera « Je n'ai qu'un seul souhait, c'est que Gaza soit englouti par la mer ». Et donc, comment, 4 ans après, quand il arrive au pouvoir, comment il se convertit en pacifiste? Écoutez, je vais être clair parce qu'il y a beaucoup d'illusions sur Oslo. La seule chose qui a été signée à Oslo, c'est la coopération sécuritaire. C'est l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. C'est quand aujourd'hui, quand vous allez en Palestine, vous entendez des gens dire à propos de Mahmoud Abbas, vous avez eu un Pétain, nous on a le nôtre, ou j'aurais aimé avoir un seul ennemi et pas deux. C'est signé à Oslo. C'est signé à Oslo que le rôle de l'autorité palestinienne, c'est d'assurer la sécurité d'Israël. Par contre, les grandes questions vives de la Palestine, un État palestinien, Jérusalem, les prisonniers, les réfugiés, la colonisation, rien. On en a discuté, il n'y a rien qui a été signé. Alors Elias Sambar dit souvent c'est un peu la faute des Américains qui voulaient qu'il y ait des étapes transitoires. Il n'empêche que ça a été un super marché de dupes et que ça a permis à Israël de ne plus avoir à payer les fonctionnaires palestiniens. C'est l'Europe en finançant l'autorité palestinienne qui s'est mise à le faire.
Et au moment de la signature des accords d'Oslo, il y a 100 000 colons. Rabin, dans les 26 mois qui séparent les accords d'Oslo de son assassinat, en installe 60 000 nouveaux. Et aujourd'hui, il y a 900 000 colons. Donc vous pouvez oublier ça. Alors, je vais parler de Gaza. Gaza, je vous ai dit, j'étais 2 fois, 2013 par l'Égypte, 2016 par Israël, avec la complicité des diplomates français à Jérusalem. C'est un territoire, d'abord, vous devez avoir conscience, 75% de la population de Gaza, c'est des réfugiés. 72% ont la carte de l'UNRWA. L'UNRWA, pour les réfugiés, c'est l'alimentation, l'éducation, la santé. Donc vous enlevez l'UNRWA, vous détruisez la Palestine. C'est clair que c'est un but depuis le début des Israéliens qui veulent la peau de l'UNRWA. Gaza, comme toute la Palestine, c'est un territoire incroyablement cultivé. Il y a 1% d'illettrisme à Gaza. Dans l'Égypte voisine, il y en a 35%. Et pour avoir été contrôlé par une armée d'illettrés dans le Sinaï, vous voyez tout de suite la différence. Dans toute la Palestine, l'éducation est gratuite, que ce soit l'éducation par les écoles de l'UNRWA ou par les écoles gouvernementales, est gratuite de l'âge de 6 ans à l'âge de 18 ans. Mais avant à Gaza, vous avez un nombre incroyable d'associations, et pas seulement féminines, qui assurent le préscolaire, le périscolaire. Après, les Palestiniens se saignent, c'est de très loin le peuple arabe le plus éduqué du Proche-Orient. Ils se saignent parce que c'est extrêmement cher pour assurer des études à leurs enfants. Les statistiques que j'ai eues en 2016, c'est 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année. Et les diplômés, évidemment, n'ont pas de travail. Dans la situation, il faut comprendre que Gaza vit sous blocus depuis 18 ans, ne peut pas importer, sauf d'Israël, ne peut pas exporter, que 95% de l'eau à Gaza est inconsommable. Ce n'est pas le manque de chance, c'est parce que les Israéliens ont creusé 120 puits sur la frontière et peuplent la nappe phréatique au mépris du droit international, et que du coup, la nappe phréatique est envahie par l'eau de mer. Quand vous lavez les dents, vous voyez ça tout de suite, et qu'à Gaza, vous avez 5 ou 6 heures d'électricité. Donc, l'économie est complètement dévastée. Et pourtant, les gens qui ont une formation, ils vont essayer de venir au secours de leur société. Je vous donne un exemple qui m'avait beaucoup ému. Vous avez entendu pendant le génocide actuel tout ce qui s'est passé à l'hôpital Al-Shifa, où les Israéliens ont accusé, je ne sais quoi, ça ressemblait aux armes de destruction massive de l'Irak. Ils n'ont rien trouvé, bien sûr, mais ils ont tué plusieurs centaines de personnes, malades et médecins, il y en a même qui sont morts sous la torture, à l'hôpital Al-Shifa. Quand je visite l'hôpital Al-Shifa en 2016, on est reçu par la seule psychologue salariée de l'hôpital. Elle nous dit, il y a 5000 soignants, il y a plus de 20 000 malades, je ne peux pas assurer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa page Facebook, elle a dit, je veux des psychologues diplômés qui acceptent de travailler gratuitement. Elle a eu 100 réponses, elle ne pouvait pas prendre 100 personnes. Elle a fait passer un examen écrit oral, elle a pris les 26 meilleurs, 23 femmes et 3 hommes, ce qui dit aussi pas mal de choses sur l'éducation à Gaza. Et j'ai interrogé ces gens qui se sont fabriqués à leurs frais des superbes uniformes, qui prennent tous les jours le taxi collectif. J'ai dit, pourquoi vous acceptez de faire ça? Et la réponse d'une jeune femme, mère de famille, c'est 1, on a fait 5 ans d'études, on est hautement qualifié, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler. Et 2, un jour, le blocus s'arrêtera, il y aura du travail, on aura de l'expérience, et donc c'est nous qui aurons ces emplois. C'est ça, Gaza. C'est aussi dans un quartier complètement délabré à Beklaya, au nord, où un ambulancier, lui aussi salarié, il vient sur son temps libre expliquer à des jeunes papas et des jeunes mamans, ben voilà, vous avez eu des tas de bombardements, il y en aura d'autres, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des blessés, quand il y a des cris, quand il y a du sang partout, quand il y a la panique. Voilà, c'est la façon dont on s'entraide à Gaza. Les orphelins sont accueillis par d'autres familles. Il n'y a pas de mendiants à Gaza. Les gens qui sont dans la dèche, ils sont adoptés par des voisins. Donc c'est une société qui a ses propres liens sociaux qui sont assez forts, qui sont souvent traditionnels. L'UJFP, on travaille depuis 2016 avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza. Ils sont organisés de façon traditionnelle,
avec un mokhtar, un chef traditionnel, mais ils ont réalisé avec nous des choses fantastiques. Ils ont construit un château d'eau qui a été détruit par les Israéliens en février, une pépinière solidaire, des panneaux solaires, une maison des paysans parce qu'ils veulent être indépendants des partis politiques. Alors sur les partis politiques, on les a tous rencontrés à Gaza. Donc j'ai rencontré le président du Parlement, Hamas, j'ai rencontré la direction politique du djihad islamique, ce qui n'est pas évident. J'ai rencontré la direction du FPLP. J'ai eu, après la guerre à Marseille, Mariam Aboudaka, une des dirigeantes du FPLP, du Front Populaire de Libération de la Palestine, qui était chez moi, qui a été arrêtée dans ma voiture et expulsée de façon ignominieuse par Darmanin, qui accusait le FPLP de l'attentat d'Arras. Vous voyez l'intelligence de nos dirigeants. Bon, j'ai rencontré tous les petits partis de gauche, y compris le Parti communiste. J'ai rencontré le Fatah, il n'est pas du tout clandestin à Gaza. J'ai rencontré 2 dirigeants du Fatah, avec des discours d'ailleurs assez contradictoires, une femme et un homme. À Gaza, quand vous rentrez dans un taxi collectif, c'est immédiatement « Vive le Hamas !» Ah non, ah bah le Hamas, c'est des corrompus. Les gens, ils discutent librement. Ils sont pas, c'est pas du tout la dictature où les gens sont terrorisés et tout. Je vais parler du 7 octobre, je vais faire plaisir à personne, mais tant pis. D'abord, les conneries qu'on a entendues sur le 7 octobre, un pogrom. C'est pas les Juifs qui ont été attaqués le 7 octobre, c'est l'occupant. Ça n'a rien à voir. Si je dois comparer le 7 octobre à quelque chose, comme on est en France, je le comparerai au 1er novembre 1954 en Algérie. Ce jour-là, après 125 ans de colonialisme, les insurgés ont tué des instituteurs, des pharmaciens, des docteurs, d'accord, une population française innocente. Mais on ne peut pas penser, dans une situation coloniale sanguinaire, on ne peut pas penser que la société de l'État colonial, elle reste étrangère à cette guerre. Elle ne peut pas penser qu'elle est agressée. Elle se trouve dans une situation d'inégalité la plus totale. Également, toujours sur le 7 octobre, on a dit les Palestiniens ont attaqué. Écoutez, 5 ans avant, en 2019, il y a les marches du retour à Gaza. Donc ils manifestent simplement pour dire nous sommes des réfugiés, nous demandons à rentrer chez nous. Ce qui est dans le droit international acquis, puisque la résolution 194 a dit que les Palestiniens avaient le droit du retour. Ça a été voté en 48 et c'est toujours pas appliqué. Résultat de ces marches du retour, 350 morts, 10 000 estropiés, jambisés. Sans aucune réaction de la communauté internationale qui n'a pas trouvé que là, il y avait le moindre problème. Donc, j'aurais le point de vue sur le 7 octobre. Je vous dis, j'étais au Caire, donc j'ai entendu les Palestiniens. Eux, leur espoir, c'était, maintenant qu'on a des prisonniers, avec Gilad Shalit, on en a échangé un contre 1000, là, on en a plus d'une centaine, tous nos prisonniers vont rentrer à la maison. Il faut quand même savoir que 900 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967, qu'il y avait 5200 prisonniers le 7 octobre, qu'il y en a 11 000 maintenant, qu'il y a la torture en prison, qu'il y a des prisonniers qui sont morts, comme Walid Daka, avec des cancers non soignés, etc. Donc ils avaient l'espoir de faire rentrer leurs prisonniers. Je donnerai les paroles de nos amis anticolonialistes israéliens sur le 7 octobre. Michel Warshawski a dit « C'est une cocotte minute qui a explosé ». Je crois que l'image, elle est parfaite. Nourit Peled, une grande professeure d'université à Jérusalem, il y a 30 ans, sa fille était morte dans un attentat du Hamas. Et comme Nourit avait été en classe avec Netanyahou lui avait envoyé ses condoléances. Et elle avait répondu « Tu es un monstre, tu es le seul responsable, tu obliges nos enfants à être assassins ou à être assassinés. » Voilà, je me tiens aux déclarations de Nourit pour caractériser le 7 octobre. On est dans quelle situation aujourd'hui? Vous avez entre Méditerranée et Jourdain 7 millions de juifs israéliens et 7 millions de Palestiniens. Les uns ont tout, les autres n'ont rien. Non seulement les Palestiniens n'ont rien, mais comme tous les colonialismes, le sionisme a fragmenté la Palestine. Vous avez 2 millions de Palestiniens de 48, donc ceux qui ont la citoyenneté israélienne, mais dont 55% vivent sous le seuil de pauvreté, et Amnesty International avait conclu qu'eux aussi étaient victimes de l'apartheid. Vous avez 350 000 Palestiniens à Jérusalem-Est qui ont un statut bizarre, mais on essaie sans arrêt de renier ce statut et de les expulser. Salah Hamouri était un exemple des Palestiniens
de Jérusalem-Est, et il y a des quartiers qui sont aujourd'hui envahis par les colons à Jérusalem. Je vous ai parlé tout à l'heure du roi David. Les Israéliens ont déclaré que le roi David avait vécu à Siloane, qui est un quartier palestinien en dessous de la vieille ville. Donc ils ont construit la maison du roi David, le parc du roi David, le musée du roi David, un téléphérique qui vient de la vieille ville jusqu'à Siloane, et il y a déjà plusieurs milliers de Palestiniens de Jérusalem qui ont été expulsés de Siloane et remplacés par des colons. Vous avez les Palestiniens de Cisjordanie, la Cisjordanie qui a été elle-même divisée en zone A, zone B, zone C, et aujourd'hui en Cisjordanie, vous avez 600 000 colons qui encerclent 2 400 000 Palestiniens. Quand vous êtes là-bas, vous vous demandez l'État palestinien, on l'est où? La Palestine, elle est où? C'est même plus un archipel, c'est un confetti. Et l'économie est brisée. Et sans arrêt, les villageois sont attaqués par les colons. Et à l'intérieur même d'Israël, vous avez des attaques contre les Bédouins du Negev, qui sont des citoyens israéliens, mais la terre étant judaïsée, 120 000 d'entre eux vivent dans des villages non reconnus, ça veut dire sans école, sans route, sans électricité. Bref, c'est ça la situation d'apartheid. Je vais terminer. Comment on en sort? Aujourd'hui, vous devez comprendre que Israël est soutenu par l'Occident pour une raison simple. C'est pas par amour des Juifs, c'est parce que c'est devenu le modèle de la reconquête coloniale, le modèle des armes de technologie les plus sophistiquées, le modèle de l'enfermement et de la surveillance des populations réputées dangereuses. Pegasus, ça vient de là-bas. Et que pour tenir le Proche-Orient, il faut Israël et il faut les États féodaux, réactionnaires et patriarcaux du Golfe et esclavagistes. Et d'ailleurs, ces deux-là se sont alliés avec les accords d'Abraham. Et donc, il ne faut pas espérer de l'Occident qu'il fasse quelque chose. Est-ce que la solution, c'est 2 États? Je vais sûrement en excès beaucoup. 2 États, ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est pas possible parce que quand vous allez là-bas, vous vous demandez où est la Palestine, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un confetti. C'est pas souhaitable pour plein de choses. Il y en a une qui est, je vous ai dit tout à l'heure, le sionisme, c'est une théorie de la séparation. Et donc, si vous maintenez la séparation, vous maintenez le fascisme. La séparation, elle a mené au fascisme, elle a mené à la situation actuelle. Un État qui n'est pas l'État de tous ses citoyens, ça ne peut pas aller, c'est complètement contraire à toutes les règles possibles et imaginables. Un État doit être l'État de tous ses citoyens. L'État juif, j'en parle en tant que juif, c'est un cauchemar. Je veux dire qu'il y a eu un seul État français dans l'histoire, et vous savez que c'était Vichy. Donc, et puis surtout, pourquoi 2 États? C'est pas souhaitable. D'abord, 7 millions, pourquoi vous donneriez 78% aux uns et 22% aux autres? C'est loufoque. Mais surtout, la question palestinienne, c'est la question des réfugiés. Le crime fondateur, ça a été l'expulsion préméditée de 800 000 Palestiniens. 6 millions d'entre eux ont aujourd'hui la carte de l'UNRWA, et il y a plusieurs millions de Palestiniens qui sont répandus dans le monde. Donc, la solution à 2 États, qu'est-ce que vous faites des réfugiés? C'est pas la peine de les faire retourner à Gaza, ils sont 75%. Ni en Cisjordanie, ils sont 35%. On comprend bien que la question des réfugiés, c'est de faire retourner les réfugiés qui le souhaitent dans l'Israël d'avant 67. Mais évidemment, ça, c'est pas prévu dans 2 États. Si on maintient l'État juif, et on comprend bien qu'on ne va pas faire retourner les Palestiniens dans un État juif. Ça n'a pas de sens. Alors, on va me dire un seul État. Il y avait la position historique de l'OLP jusqu'en 1988, c'était un seul État laïque et démocratique. Ils l'ont abandonné, il y a eu des protestations en Palestine, Édouard Saïd, le grand écrivain palestinien, était contre, le FPLP était contre, mais ça a été fait. Il y avait chez les Juifs du Yishuv, donc avant 48, un fort courant binational, et dans le livre là, Antisionisme, une histoire juive, on a publié des articles des partisans d'un État binational avant 1948. Sauf que ce courant, dès la guerre de 48, il a éclaté, il n'existe plus. Donc il n'y a pas les forces aujourd'hui pour un seul État laïque et démocratique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous, à l'UJFP, on a dit, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, presque 50 000 morts et disparus, parce que les 11 000 ou 12 000 disparus, on ne les retrouvera pas vivants. L'équivalent d'1,5 million de personnes en France.
Donc comme juif, je me permets de dire que ce n'est pas un génocide, j'appelle ça du négationnisme. Donc devant le négationnisme qu'il y a sur Gaza, il se passe autre chose. Les Israéliens détruisent le droit international. On comprend bien que si on laisse faire Netanyahou, il n'y a plus de droit international. Jusque-là, il est violé, le droit international, mais il a le mérite d'exister. Et par exemple, quand 146 pays reconnaissent l'État palestinien, ça veut dire, vous, Netanyahou et consorts, vous voudriez que les Palestiniens dégagent et n'existent plus. On vous signifie, en les reconnaissant, qu'ils existent et que vous serez obligé de faire avec. Donc, il faut empêcher la destruction du droit international. Il faut aller plus loin. C'est sur la base du droit international qu'il doit y avoir la paix. Alors, le droit international, c'est pas l'ONU. L'ONU a une responsabilité capitale dans cette guerre. L'ONU a voté le plan de partage le 29 novembre 1947. C'était un acte de piraterie. Vous imaginez si l'ONU avait voté la partition de la France. Les seuls qui ont partitionné la France, c'était les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'accord? Mais ils n'avaient aucun droit de le faire. Et surtout, entre le 29 novembre 1947, le vote du plan de partage, et le 15 mai 1948, l'entrée en guerre des pays arabes voisins, la quasi-totalité des Palestiniens habitant le futur État juif avait été expulsée. L'ONU est responsable de la moitié de la Nakba. C'est pour ça que je dis l'ONU, c'est pas le droit international. Fin 1948, l'ONU vote la résolution 194 disant que les réfugiés doivent rentrer. Que fait Israël? Ils disent qu'ils ne rentreront pas. Ils détruisent plus de 500 villes et villages palestiniens. Ils changent le nom des rivières, des villes, des montagnes. Ils effacent les traces de la Palestine. Et quelques mois après, Israël est admis à l'ONU avec la mention « respecte le droit international ». Donc l'ONU a une responsabilité dans cette guerre, mais le droit international, il dit autre chose. Le droit international, il dit plusieurs textes qui sont issus de l'après-barbarie de 1945. Un, la liberté. La liberté, ça veut dire, pour les Palestiniens, fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, fin du blocus de Gaza, et qu'est-ce que j'ai oublié, et destruction du mur. Deux, l'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur identité supposée, leur religion ou leur non-religion. 3. La justice, le crime fondateur ayant été l'expulsion délibérée des Palestiniens, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens, et il faut y rajouter aujourd'hui le jugement des criminels de guerre. Ça, c'est le droit international. Et donc, il faudra, mais ça dépend de nous, de nos manifs, de notre puissance à changer l'opinion, il faudra qu'on arrive à imposer à nos gouvernements de dire la négociation qui doit avoir lieu pour mettre fin à cette guerre, c'est sur la base du droit international qu'elle doit se dérouler, et uniquement sur cette base-là. Vous comprenez bien que ce que je viens de dire, ça veut dire, ce qu'on n'a jamais voulu admettre, la fin de l'État juif et la fin du sionisme. Souvent on nous dit, mais alors vous, anti-sionistes, vous êtes pour les juifs à la mer? Et je réponds, c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce qui a permis aux blancs sud-africains de rester? Est-ce que c'est le maintien de l'apartheid ou la fin de l'apartheid? C'est bien sûr la fin de l'apartheid, sinon ils partaient. Qu'est-ce qui a fait que la majorité des pieds noirs français et des juifs algériens qui, eux, étaient autochtones, ont dû partir? Est-ce que c'est parce qu'ils acceptaient l'indépendance et qu'ils négociaient dans le cadre de l'indépendance de rester? Ou est-ce que c'est parce que ce courant n'a pas existé et qu'il n'y a eu que l'OAS? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu l'OAS qu'ils ont dû partir. Et aujourd'hui, en Israël, vous avez l'OAS.